Donc, nous sommes déjà à notre quatrième et dernière entrevue de la journée. Cette fois avec un entrepreneur qui a les mêmes défis, mais qui a aussi une composante familiale dans l'histoire. Donc, vous l'avez peut-être vu dans les médias, Groupe Meloche a fait l'acquisition, tout juste avant les fêtes, de la société aérospatiale Hemingford. Donc, pour nous en parler et pour parler de l'histoire du Groupe Meloche, nous avons avec nous M. Hugues Meloche, président et chef de la direction de Groupe Meloche, ainsi que Geneviève Vigneault, qui est également associée et membre de l'équipe relève du cabinet et vice-présidente du conseil d'administration de BCF. Donc, je vous invite à monter sur scène. Donc, Hugues Meloche est président et chef de la direction du groupe Meloche. Il compte près de 25 ans d'expérience dans les domaines de l'aérospatial et des technologies manufacturières. En 1999, il a fondé une société d'ingénierie, MTI, qui œuvrait dans les technologies de fabrication sur mesure. Par la suite, en 2004, MTI fusionna avec Groupe Meloche et Hugues fut nommé directeur général du groupe à ce moment. Hugues a alors instauré une gouvernance d'entreprise qui, selon plusieurs experts, constitue une référence pour les entreprises familiales au Québec et au Canada. En 2009, Hugues a officiellement succédé à son père, Régent Meloche, fondateur de la compagnie, à titre de président et chef de la direction et actionnaire principal du groupe. Sous sa gouverne, Groupe Meloche s'est doté d'un plan stratégique ambitieux de devenir un fournisseur intégré de classe mondiale pour le secteur de l'aérospatial. Groupe Meloche compte aujourd'hui plus de 500 employés sur 6 sites de fabrication au Québec et génère des ventes annuelles de plus de 120 millions. Sans plus tarder, je vous laisse la parole à Geneviève et Hugues. Bien, bonjour tout le monde. Merci beaucoup. Bonjour Hugues. Bonjour. Ça fait pas tellement longtemps qu'on a travaillé très Non, fort ouais, ensemble. Très fort. On t'a eu une belle présentation, mais parle-moi un peu de Meloche. Comment c'est arrivé? Comment tu es arrivé à la présidence? Qui dans la famille travaille pour l'organisation? Et surtout, qui est Meloche? C'est pas une compagnie d'assurance. C'est pas une compagnie d'assurance, je vous le dis tout de suite. J'ai hâte que TD enlève Meloche du nom. Fait que Groupe Meloche, c'est une entreprise familiale fondée il y a 49 ans, qui est mon âge. Fait que je dis souvent en farce, mes parents ont une grosse année en 74, fondation de l'entreprise, puis leur premier bébé, je suis le plus vieux de la famille. Fait qu'entreprise familiale, mon frère, ma sœur sont dans l'entreprise avec moi, avec 5 autres là, employés management qui sont dans l'actionnariat. Meloche, on fabrique des pièces d'avion. Fait qu'on est un fabricant de pièces de structure d'avion et de moteurs d'avion, des pièces métalliques, fait que principalement de l'usinage, mais plein d'autres procédés là pour fabriquer des pièces d'avion. On le dit maintenant, 500 employés là, un petit peu partout au Québec, en région, puis une usine à Montréal. Puis on a un centre d'innovation à Bornois qui est notre siège social aussi. Fait que c'est ça. Comment le choix s'est fait de Régent dire Hugues, sais-tu quoi? Tu vas prendre la relève, tu vas devenir le président de la business. Comment ça s'est fait, ce choix-là, par ton père ou par tes frères et sœurs qui sont aussi dans l'organisation? C'est une bonne question. Moi, j'ai gradué en 99 en génie mécanique. J'ai tout de suite voulu fonder ma petite business d'ingénierie, là, comme on a dit en introduction. Puis, 5 ans plus tard, en 2004, mon père avait déjà des associés management, puis il y avait un DG. Puis ça marchait plus avec son DG, fait qu'il avait congédié son DG. Fait que là, moi, j'avais 5 ans d'expertise comme PDG d'une petite boîte là, de 12 ingénieurs. Fait que lui, il en avait peut-être 100, même pas à l'époque. Là. Fait qu'en 2004, quand le DG est parti, ben là, moi, j'ai dit, je serais capable, moi, aller diriger les deux. Fait que j'étais peut-être overconfident, là, mais j'en dirigeais 12. Je devrais être capable de faire ça avec ça. Puis j'étais allé à l'école, moi, avec ma petite compagnie d'ingénierie, parce que déjà, j'étais obligé de dealer tout, là, les RH, les finances. Fait que j'avais une formation accélérée, je vais dire comme ça. Fait que je me sentais confiant. Puis mon frère et ma soeur étaient plus jeunes, puis ils voulaient pas la place. Puis mon frère était déjà avec moi dans ma petite boîte d'ingénierie. Ma soeur était déjà au RH chez Groupe Meloche, qui s'appelait Atelier d'usinage Meloche à l'époque.
Fait que ça s'est comme fait naturellement. Personne ne voulait la job, puis moi, j'ai levé la main, puis c'est comme, OK, je suis arrivé DG, puis 5 ans plus tard, PDG. Fait que c'est peut-être différent d'une famille que les enfants veulent tout le siège numéro 1, mais dans notre cas, ça n'a pas été le cas. Là. Fait que ça s'est fait un peu naturellement, dans l'harmonie, là, qui est pas mal le dicton de mon père. Il faut que ça se passe en harmonie. Puis, je me souviens très bien quand ton père a ouvert l'actionnariat pour vous nommer, pour vous partager l'actionnariat. Parle-nous un petit peu comment ça s'est fait, parce que je pense que chez Meloche, il y a quand même une constance. Je vais appeler ça la gouvernance, mais je trouve que c'est un mot un peu galvaudé, là, mais votre garant de succès là, pour bien informer tous les gens à différents endroits, c'est quoi, tu penses, chez Meloche? Ton père avait une belle philosophie de ça. Ben, mon père a horreur de la chicane, mais tu sais, horreur, tu sais, c'est comme, il en veut pas de chicane. Peut-être que ça avait mal été là, quand il s'est séparé justement de son DG, puis avant, il avait même son beau-frère avec lui, c'était pas facile. Fait que c'est comme s'il en voulait pas de chicane, puis l'arrivée de ses enfants, même, il ne souhaitait pas vraiment. Tu sais, c'est comme, il avait essayé de vendre l'entreprise avant, puis tu sais, c'était pas son plus grand souhait là, que nous, on arrive, mais bon, nous autres, on voulait y aller, puis tout ça. Fait qu'il a dit, bon, qu'est-ce que je vais faire, tu sais, pour qu'il n'y ait pas de chicane? Puis il y avait déjà des associés en place. Fait que c'est là qu'il a dit, ben là, faut que je me fasse accompagner. Là. Fait qu'il est allé chercher des experts de relève familiale là, ici à Montréal, des conseillers. Fait que c'est là qu'on a tout de suite, avant même d'arriver dans l'entreprise comme actionnaire puis comme employé, on faisait déjà notre premier conseil de famille, là, puis avec les valeurs familiales, les valeurs de l'entreprise, puis je trouvais donc ça plate à l'époque parce que quand t'es jeune entrepreneur, là, tu vois là, les valeurs, tu sais, puis tu sais, aujourd'hui, c'est tout ce qui compte, tu sais, je m'en rends compte, là. Mais tu sais, à l'époque, c'est comme je trouvais ça long, mais tu sais, on était bien accompagnés tout le long. Fait que je pense, tu sais, mon père, il a eu la sagesse d'aller à l'externe pour dire, ben, j'en veux pas de chicane, là. C'est quoi qu'il faut faire, tu sais, pour qu'on n'aille pas avec mes employés management, parce que c'était ses employés à mon père, ses employés clés, puis il dit souvent, mon père, puis tu le sais, là, dis-moi, mes employés clés, c'est comme mes enfants. Il ne veut pas de différence. Fait que, bon, ça dit bon, ça dit pas bon, mais, tu sais, pour mon père, c'est tous ses enfants, là, c'est ses associés. Fait qu'il en veut pas de chicane. Fait que ça a vraiment drivé, si on veut, l'accompagnement, puis les valeurs, les forums de communication, tout passe par la communication, là. Fait que même si mon père, à la base, c'est pas le plus grand communicateur, puis c'est pas quelqu'un qui expresse ses émotions, au contraire, mais c'est quelqu'un qui aime le monde, tu sais, qui aime pas la chicane. Fait que ça a un peu dicté pas mal qui on est aujourd'hui. Ouais. Tu as eu, au cours de votre développement chez Meloche, j'insiste encore sur la gouvernance parce que pour toi, c'est quelque chose dont tu es fier parce que ça a beaucoup évolué au sein de l'organisation. Et là, tu as eu à un moment donné l'arrivée, tu avais déjà en place des employés clés que vous aviez intéressés à l'actionnariat, vous aviez la famille qui était encore en contrôle. Et là, un certain moment donné de votre croissance ou décroissance ou peu importe, vous êtes allé vous chercher un partenaire qui a un peu chamboulé vos règles de gouvernance. Oui et non, parce qu'à l'époque, c'est ça, notre premier partenaire en équité, là, c'était le Fonds de solidarité, mais on a rentré 2 autres. Fait qu'on avait un fonds français, fonds d'action aussi, puis le Fonds de solidarité. Fait qu'en partant, on a rentré trois investisseurs institutionnels. Puis, je pense qu'on était prêts à ça parce que avant même l'arrivée de ces partenaires-là, on avait eu la sagesse, puis encore là, c'est par notre accompagnement. On avait déjà créé un conseil d'administration. Le conseil de famille, ça faisait longtemps, mais on avait créé un conseil d'administration avec 2 administrateurs externes, externes du management et externes de la famille. Puis je me rappelle encore, Jean-Louis Lelmy du fonds encore aujourd'hui, il dit, quand on a investi en 2011, nous autres, ça nous avait impressionné que vous aviez comme pris de l'avance parce que d'habitude, on se tape la job quand on rentre dans l'investissement d'une compagnie qui n'a pas vécu ça. Il dit, tu sais, nous autres, c'est un peu notre travail là, de mettre en place la gouvernance, puis nous autres, c'était tout déjà fait. Fait que ça nous a comme impressionné, tu sais, quand on investit chez vous. Fait que, on essaie toujours d'être un petit peu à l'avance sur notre structure, autant de management que de gouvernance. Ben pourquoi? Parce qu'on vise une grande croissance. Fait que, moi, j'ai toujours dit, si tu n'as pas la fondation de la structure, tu seras jamais capable d'avoir la croissance. Fait que, puis à date, ça a marché. Moi, quand je suis arrivé, on n'était même pas à 10 millions de chiffre d'affaires, puis on était à 120 aujourd'hui.
Puis on a des grandes visées pour le futur. Fait que cette stratégie-là, même si elle a un coût, puis ça prend de l'effort, puis elle a un coût. Peut-être, sûrement, ça affecte nos rendements, mais à court terme. Mais nous, on est dans un cycle, des cycles à très long terme, une industrie à très long terme. Fait que ça nous prend des partenaires qui pensent à très long terme. Ça nous prend un board qui pense à très long terme. Fait que on est une bébite un peu comme ça, là, à très long cycle. Si je regarde Meloche aujourd'hui, parle-moi de ton conseil d'administration, ton comité d'associés, ton conseil de famille. Est-ce que c'est encore des organes qui existent et comment ils sont, comment ils interagissent? Oui, c'est les trois cercles là, très importants là, qui s'entrelacent, si on veut. Là. Fait conseil de famille à la base, on est une entreprise familiale, là, encore contrôlée par la famille. On a un conseil d'associés, là, c'est les 9 associés, 4 familles puis 5 non-familles. Nos institutionnels ne sont pas là-dessus, fait que là, c'est vraiment pour une communication entre associés. Puis, bien entendu, conseil d'administration qui, aujourd'hui, je pense que pour une PME de notre taille, est vraiment se démarque. Là, on a 7 administrateurs. Je suis le seul de l'interne. C'est 6 administrateurs professionnels paritaires, avec 3 femmes, 4 hommes, de tous les secteurs. Fait que pas nécessairement aéronautique. Vraiment, on a une grille, nous, pour sélectionner, si on veut, les administrateurs. Fait on va chercher vraiment les compétences qu'on a besoin pour notre stratégie future. Fait que ça, je serais très fier de notre conseil. On a une bonne gouvernance. Puis, qu'est-ce que tu dirais aux entrepreneurs dans la salle? Tu sais, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont peur de ce saut-là, là, de perdre le contrôle, parce que la famille a encore contrôle, on va dire, d'action. Mais on s'est parlé, toi et moi, beaucoup de cette notion-là de contrôle. Fait qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Puis, quand est-ce que si tu es le seul représentant au conseil d'administration, on comprend que tu as un pouvoir d'influence, mais c'est pas toi qui vas avoir le pouvoir de décider ou de la famille. Comment tu as vécu ça, cette transition-là? Bien, c'est ça. Moi, personnellement, je l'ai jamais eu, le contrôle. Tu sais, ça a toujours été un contrôle familial. Puis un familial, puis là, quand tu rentres des investisseurs, bien, il y a plein de droits de gestion contrôlés. Fait que ça finit que tu ne l'as pas vraiment, le contrôle. Fait que pour moi, ça n'a jamais vraiment été important. Tu sais, même chez nous, je ne l'ai pas, c'est ma femme. Fait que je n'ai jamais eu de contrôle. Puis je suis comme habitué à vivre avec ça. Moi, je me dis souvent, ben j'ai un gros contrôle d'influence. Tu sais, moi, je suis l'influenceur en chef, là. Tu sais, mais je pourrais pas dire tout seul, c'est ça qu'on fait. Tu sais. Moi, je suis comme été forcé toute ma vie à convaincre, tu sais, puis aller chercher le consensus, puis mettre mon sou de vendeur, puis dire, ben là, regardez, c'est là qu'on va aller. Ouais. Puis là, revenir à la charge, puis tout ça. Fait que, pour moi, le contrôle, c'est pas important. Fait que la famille, on l'a. Au début, c'était mon père. C'est sûr, on a fait un marché avec des gels, fait que c'était des actions de multivotantes puis tout ça. Récemment, on a été capable de faire tomber les multivotantes à mon père parce qu'on a remboursé une partie. Fait que j'ai accepté ça. Fait que là, on est plus un contrôle familial, mais tu sais, faut qu'on est content à s'entendre dans la famille, là, si jamais il y avait quelque chose de très grave. Mais on l'a jamais exercé. On fait confiance à notre gouvernance puis à notre conseil pour prendre des décisions d'affaires. Fait qu'on n'a pas vraiment besoin d'exercer un contrôle familial, à moins qu'il arrive quelque chose ça n'a jamais arrivé. Fait que, pour moi, c'est la gouvernance, puis l'influence, puis l'harmonie, puis le consensus, beaucoup plus important qu'un contrôle. Puis est-ce que là, maintenant, c'est toi qui diriges l'entreprise. Est-ce que tu sens cette pression-là de ta famille? Tu as quand même une partie importante de la fortune familiale parce que chacun a un investissement dans l'entreprise. Est-ce que tu la sens, cette pression-là, ou comment elle est vécue chez Meloche? C'est un leadership partagé. Moi, je dis c'est un travail d'équipe. Puis la pression, c'est pas vrai que je me mets toutes ses épaules. Tu sais, à un moment donné, là, il y a un comité de direction. Puis, tu sais, moi, je suis membre d'équipe. Puis, mais oui, c'est sûr que des fois, là, on est at the top, là, puis tu sais, moi, j'étais un peu, tu sais, quand tu regardes le 2 triangles, moi, je suis au centre du triangle, autant sur mes partenaires institutionnels que le conseil, que je suis un peu le chef d'orchestre, si on veut, de toute cette gouvernance-là. Fait que oui, il y a une certaine pression, mais tu sais, j'essaie de la partager, je vais dire ça comme ça, là, puis de me rendre dispensable. C'est-à-dire, tu sais, de pas tout mettre ça sur mes épaules, puis de dire, ben là, je suis pas là, c'est mon équipe, là, puis c'est pas grave, là, tu sais, ça va marcher. Puis, fait que c'est un leadership partagé. C'est comme ça
qu'on fonctionne. Puis, vos parties de Noël, partez-vous juste de business ou vous êtes capable de vivre Du une tout. famille? Du tout. Puis, tu sais, peut-être que ça l'aide. On n'est pas une famille qui se voit tous les dimanches. On n'est pas extrêmement proches ensemble. Mais quand on se rencontre, ben, on parle pas vraiment de business. Mon père va s'échapper parce que c'est correct. Là, puis, mais tu sais, si ça devient trop sérieux, on va dire, ben là, c'est pas à la place. Là. C'est pas ici qu'on va prendre cette décision-là. Mais tu sais, les gens comprennent bien là, les rôles, les responsabilités de chaque forum. Fait que, tu sais, on n'a pas de... Mais c'est une discipline. Tu sais, même au début, quand je faisais mon conseil d'associés, ben des fois, les associés ils ont tendance à vouloir faire la job du conseil. Mais là, je leur sors la charte. Je dis, ça, la gang, c'est pas ça qu'on parle ici, l'associé. C'est ton rôle d'associé, d'investisseur. T'es-tu bien? Es-tu bien là-dedans? Es-tu content de ton rendement? Quand est-ce que tu veux sortir? Veux-tu prendre ta retraite? Ça, c'est éducation, tout ça. Là. Pas, je vais acheter telle machine, on va faire telle acquisition. C'est pas notre job, là. Ben bon, je laisse toujours un petit moment libre là, de discussion, là, que là, lâchez-vous lousse, là. Parce que au début, le conseil d'associés, c'est le forum que j'aimais le moins. Tu sais, famille, c'était super, on était bien accompagnés, tout ça. Conseil d'administration, ça accroche. Associés, des fois, j'avais tendance que je répétais. Je répétais juste pour quelques associés qui sont pas sur mon conseil d'administration, qui sont pas sur mon comité de direction. Puis de m'en aller, en vieillissant, je me suis dit, c'est juste normal parce qu'ils veulent de l'information. Ils veulent pas décider, ils veulent pas, ils veulent juste savoir qu'est-ce qui se passe, puis pas dans le détail, là, juste en grande ligne, parce que, tu sais, quand tu as un associé, puis vous le vivez dans des cabinets d'avocats, puis de comptables, puis tout ça, là, mais une PME, c'est plus rare, mon associé, il n'est pas sur le comité de direction, il participe pas vraiment, tu sais, des fois, là, quand je fais des séances de stratégie, tout ça, mais tu sais, ils sont pas proches de la direction tant que ça. Même mon frère n'est pas sur mon comité de direction. Fait qu'ils ont un besoin important d'information. Puis ça, depuis une couple d'années, on l'a revampé, ce conseil-là. Fait que c'est au trimestre. Puis, tu sais, je leur donne l'information qu'ils veulent. Tu sais, je vais donner une anecdote, c'est bien niaiseux, là. C'est quand on fait des petits dons, là. On donne 200$ à une équipe de hockey. Bien là, il y a un associé qui dit, « Ah ben, t'es allé donner 200$ à toi, puis je suis même pas au courant. » Ben non, tu sais, mais là, fait qu'il y a comme des sujets plus sensibles pour un associé, tu sais, la communauté, justement, la philanthropie, tout ça, des affaires que c'est négligeable en termes financiers, mais ça a comme un impact parce que, tu sais, je suis un associé, mais là, je devrais savoir ça, tu sais. Puis ils veulent pas se faire dire à l'épicier, hey, t'as fait tel grand projet, puis ils veulent pas se faire dire, ou ils veulent pas répondre, je suis pas au courant, tu sais. Fait que c'est vraiment ça le besoin en tout cas d'un associé management qui est pas nécessairement le VP tout ça, là. C'est un besoin informationnel. Puis ça, je le comblais pas bien au début. Puis là, je pense depuis une couple d'années, on s'est rattrapé. Pour avoir travaillé avec toi, souvent, tu me fais toujours ton tableau. Tu as des outils, tu as des matrices pour travailler, dont ta feuille de responsabilité que tu amènes. Peux-tu nous parler un peu des outils que tu as développés pour être plus performant puis bien gérer ces 3 sphères décisionnelles? Oui, ça, je dirais, c'est le principal. C'est d'avoir les bonnes discussions dans le bon forum. Puis chaque forum, il est responsable de quoi. Puis quelle information que ce forum-là veut, puis tout ça. Fait que ça, c'est mon outil principal. Je le dépose à tous les meetings. Je le mets, là, tu sais, on le passe pas, mais je le dépose. Fait que juste pour que ça s'en rappelle. Fait que ça, c'est mon outil principal. Après ça, on en a plein d'autres, le protocole familial. Tu sais, on était bien accompagnés dans toutes ces années. On l'est encore. Là, tu sais, on a changé d'accompagnateur, mais puis c'est probablement mon plus grand conseil à n'importe qui, là. Tu sais, pas accompagné, mais là, on ne serait pas, là. C'est impossible. Tu sais, on n'est pas des gens. Quand on se rend compte, que ce soit les associés ou en famille, là, des fois, ça va rester très superficiel, les discussions. Là. Tu sais, là, ça va-tu bien? Ben oui. Ça va-tu bien? Ben oui. On va tout dire ça va bien. Là, quand tu es accompagné, ben là, puis que la personne est bonne, là, puis tu sais, elle pose les bonnes questions. Puis tu sais, souvent, on a, dans nos accompagnateurs, il peut y avoir des psychologues, là, tu sais. Fait que là, ils vont, eux autres, le sentir, parce que nous autres, on n'a pas trop comme, tu sais, toute la côté empathie, puis tout ça, on est moins bon là-dedans. Mais nos accompagnateurs vont dire, ben, tu sais, Vincent, mon frère s'appelle Vincent, t'as pas dit un mot, là, mais qu'est-ce que tu penses de ça? Ah, ben là, ça part.
Là, ça drill down un peu plus. Mais si tu n'as pas la personne qui pose la bonne question, oubliez ça, là, ça va rester, tout le monde va bien, tout va bien, il n'y a pas de problème, tout ça. Là, quand tu as la personne qui pose la bonne question, ben là, ça creuse plus dans les émotions, parce qu'on a un petit peu plus de misère là, dans notre gang. Là. Fait que... je trouve que vous êtes pas pire, moi. Comment, je pense des succès que vous avez chez Meloche, c'est que vous avez réussi à conserver votre équipe de gestion. Tu n'as pas eu beaucoup de gens qui sont partis et qui sont revenus. Là. Ton père a eu la vision dès le départ, comme tu disais, d'intéresser autant ses enfants d'affaires puis ses enfants de sang. Ouais. Comment tu réussis à garder le climat sain-là au sein de ton équipe de direction? Y a-tu des jaloux? Comment tu fais pour gérer toute cette situation-là? Puis écoute, ça fait quoi, 15, 20, il y en a, ça fait 25, ça fait depuis le départ qu'ils sont là. C'est un bon défi. Les forums de gouvernance nous ont aidés à faire ça, mais là, ce qu'on vit de ce temps-ci, là, on a grandi. Fait que les prochains cadres là, sont plus dans la trentaine, c'est là on cherche le prochain moyen là, de les intéresser. Fait que là, c'est-tu de les amener tranquillement dans notre holding d'associés, ou y a-t-il d'autres moyens? On est beaucoup en réflexion. Là. Nos associés ils vieillissent, là, puis là, on pense plus à la prochaine transition, la prochaine relève, familiale ou pas, en fait, ça ne nous dérange pas. Là. Moi, mes enfants, je ne sais pas s'ils vont aller dans l'entreprise, puis ça ne me dérange pas. C'est pas moi qui vais les pousser dans l'entreprise. Mais je pense quand même à la prochaine génération, qu'elle soit familiale ou non. Faut se préparer. Fait que, on a un plan de relève solide avec des backups, avec des relèves. Là, on sait, là, ceux qui ont dans la trentaine, là, qui pourraient éventuellement monter. Là, on est à l'étape de dire comment qu'on s'assure. Puis ces gens-là, dans la trentaine aujourd'hui, sont beaucoup moins patients que ce que mes associés. Mes associés, à l'époque, tu disais, bon, OK, mets une coupe de 10 000, de 100 000, puis tu vas avoir des actions dans le futur, puis peut-être que tu vas cacher 30 ans plus tard. Mais ça marchait, là, il y a 20 ans, 30 ans. Là. Mais là, aujourd'hui, le jeune cadre, là, il veut être capable de cacher plus vite. T'sais. Fait que là, on est comme, on n'est plus capable d'intéresser dans un véhicule à très long terme un cadre. Fait que là, il va falloir penser à des façons un petit peu plus dynamiques, d'actualité. Puis c'est ça. On est dans cette réflexion-là là, avec nos accompagnateurs. Dans les dernières années, tu as procédé de façon très minutieuse à la croissance de Groupe Meloche, dont 2, 3 acquisitions. Parle-nous donc un peu de ça. Comment tu fais pour garder cette authenticité-là, ton entreprise familiale, avec tes cadres intéressés, puis à te lancer dans des transactions, les valeurs qui se mixent? Comment tu fais pour faire grandir ton entreprise? C'est beaucoup une question de valeur. Hein. Je pense que c'est Marc-Claude qui a parlé de ça tout à l'heure. Mais, nous, on a fait 2 acquisitions, mais j'en ai regardé 50. Là, veut dire, puis la première affaire que tu regardes, là, ça va être les valeurs. Avec nous autres, c'est facile, là, c'est créer. Fait que c'est collaboration, respect, entrepreneurship puis engagement. Fait que si je suis pas capable de sentir ça dans ma première visite, là, je vais backer un petit peu. En tout cas, je vais avoir beaucoup moins d'intérêt. Ou il va falloir que je creuse un petit peu plus pour... OK, ça, c'était peut-être le premier dirigeant, mais l'équipe, elle les a, là. Puis, fait que c'est vraiment juste ça. Fait que, si la cible, puis à date, les 2 qu'on a faites, là, je pense qu'on ne s'est pas trompé sur cet élément-là, mais c'est le nerf de la guerre. Là, après ça, oui, le financier, puis les bidas, puis là. Mais à la limite, si les valeurs à la base sont pas là, ça va être compliqué, là, après, là. Fait que, on est très sélectif. Comme je vous dis, j'en ai regardé beaucoup, là. Puis au Québec, je les connais toutes. Puis il n'y en a pas tant que ça là, qui m'intéresse, là, mais maintenant qu'on en a fait 2 au Québec. Là. Fait que c'est vraiment une question de valeur. Après ça, c'est l'équipe d'intégration. C'est notre première. Puis en fait, ça a vraiment commencé par notre choix d'administrateur. Sur notre conseil, on a 3 experts M&A. Moi, mon mentor, c'est Pierre Marcouillet, anciennement de Camso. Fait que, moi, je m'entoure de gens qui en ont fait beaucoup.
Fait que, tu sais, je vais chercher le maximum d'informations à ce niveau-là. Fait que mon conseil m'a aidé sur la première beaucoup, avec les outils puis tout ça. Puis, mais on a fait plein d'erreurs, c'est normal, c'était notre première. Puis on s'était dit, ben notre première, on va la faire pas trop grosse, pas trop risquée, puis on va documenter. On va documenter le processus. C'était dans notre plan stratégique de devenir une machine d'acquisition. Fait qu'on, nous, c'est ça qu'on veut. De plus en plus, on a une personne dédiée au M&A. On a une équipe d'intégration. C'était une même de nos erreurs, la première acquisition, c'est que on n'a pas envoyé assez de monde sur place. On a juste envoyé un dirigeant, puis bon, mais c'était dans la pandémie. Fait que je me donne une chance. Là. C'était pas si évident d'envoyer du management là, mais celle qu'on vient de faire, ben, on a envoyé 3 personnes full-time sur place, opération, RH, coordination. Puis là, c'est une machine. Là. Plan 100 jours, tac, 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 plan 2 ans. Je pense qu'on s'est beaucoup, beaucoup amélioré. Puis la prochaine va juste être mieux, j'espère. Juste, ta personne en fusion-acquisition, c'était pas aussi ton investisseur? Oui, c'est un ancien directeur de portefeuille au Fonds de solidarité. Le fonds m'en veut pas trop. Fait que ça s'est très bien passé. Fait que lui, il avait le goût de passer dans le mode entrepreneur. Il avait la valeur d'entrepreneurship, là. Oui, j'ai rarement vu ça qu'un conseiller de. Ouais, on a bien fait ça. On en a parlé au fond, puis ils ont accepté là, qu'il fasse le saut de la clôture. Ça se passe très bien aujourd'hui. Génial. Si tu avais à donner là, le conseil, ton conseil numéro 1 de réussir la famille, la business, puis là, tu te lances dans une acquisition, dans des acquisitions, ça serait quoi pour les entrepreneurs dans la salle? Ton meilleur conseil? J'en ai 2. C'est l'accompagnement externe, puis le rôle de chef d'orchestre. Parce que même si tu as un accompagneur externe, ça reste que c'est le rôle souvent du CEO, là. Si moi, j'avais pas cru à ça, ben, j'aurais pas inclus ça dans mon système de management. Tu sais, moi, mes rencontres de gouvernance sont setupées sur 2 ans, là. Fait que, tu sais, moi, c'est vraiment mon système de management. Mon agenda se forge avec ma gouvernance. Après ça, les autres trous, ben, c'est pas grave. Mais moi, ma gouvernance, c'est comme la première affaire que je set up 2 ans à l'avance. Fait que si t'as pas le chef d'orchestre qui y croit, ben, il mettra pas ça en priorité. Fait que là, ça va être toujours, bon, ben là, c'est reporté, ça, c'est ça. Moi, c'est comme un voyage d'avion, là. C'est booké sur 2 ans, je peux pas le changer, là, tu sais. Fait que, moi, c'est mon système. Moi, je suis quelqu'un des formations d'ingénieur, là. Je suis quelqu'un de système. Fait que le système de gouvernance chez Meloche, il est bien rodé, puis il est prévu longtemps à l'avance. Fait que, peut-être pas aller à l'extrême comme nous, là, mais le rôle de chef d'orchestre de gouvernance, il est très, très important, là. Puis l'accompagnement, c'est mes 2 conseils. Merci beaucoup. Merci à toi. Donc, peut-être une période de questions, s'il y a des questions dans la salle. Excellent. Bien, merci beaucoup encore une fois, M. Meloche. Attends, il y a quelqu'un derrière. Ah, on a une main levée. Ben oui, nous, à l'époque, là, je sais pas qui avait référé ce groupe-là à mon père, mais c'était le groupe Lafont, à l'époque, qui sont vraiment des experts de relève familiale. Fait qu'on était des années avec ces gens-là. Plus récemment, on a changé avec un groupe qui s'appelle Oria. Mais une des dirigeantes était chez Lafont. Fait que, c'est une petite gang, là, mais il y a des spécialistes dans ça. C'est pas, le transfert familial, c'est avant tout humain. Là. Fait que c'est beaucoup de presque de la psychologie, comme je vous dis, bien plus que de la business. Là. C'est les humains, puis c'est les interrelations avec l'humain. Puis, fait que ça prend vraiment. Puis en tout cas, il y en a qui l'ont plus naturellement, mais nous là, on le voit. Des fois, on fait des rencontres non accompagnées. Là, ça vaut pas cher la tonne, mais on le fait pour bon. Mais quand on a un accompagnateur, ben bon, avec un ordre du jour, puis qui pose les bonnes questions, comme j'ai dit, ça fait toute la différence. Ça fait que, mais ça prend des gens spécialisés là-dedans. Il y en a plus qu'on pense, même des fois, mais faut faire vos recherches là. Mais pour nous, c'était très important. Oui.
Ben, mon père a toujours dit, il n'y a rien qui n'est pas à vendre, ça dépend du prix. Fait que, non, mais moi, j'ai toujours eu cette philosophie-là. Là, tu sais, j'ai pas un attachement, là, tu sais, là. Puis mon père même, c'était pas son plus grand souhait, là, la famille en deuxième génération. Fait que moi, je suis un peu comme ça. Si ça, tu sais, on se structure pour une grande croissance, puis on a notre idée là d'un événement de liquidité éventuellement, tu sais, que soit qu'on vendrait, soit que si on devient assez gros à la bourse, je ne sais pas, vente partielle, vente totale. Fait que nous, on a notre idée, si cette opportunité-là vient pas, tu sais, on sait notre échéance, là, puis on sait, là, puis on le partage même à nos investisseurs. Tu sais, nous, c'est un plan 2030. C'est ça, là. Fait que tout le monde le sait. Fait qu'on fait toutes les étapes, tu sais, pour avoir une grande valorisation en 2030. S'il y a une offre qui arrive avant, tant mieux. On va s'asseoir, puis on va le regarder, puis si c'est intéressant. Tu sais, moi, je souhaite la continuité de la business, mais qu'elle soit familiale ou pas, sincèrement, ça ne me dérange pas. Mais c'est certain. C'est certain. Tu vas en entendre parler probablement. Oui, exactement. C'est sûr qu'en aéronautique, à part Aerodeftek, au Québec, on commence à être dans les gros joueurs. On vise à être un des plus gros joueurs au Canada. C'est sûr que c'est probablement un acheteur stratégique. Je ne suis pas sûr qu'il va venir du Canada tant que ça, là, qu'il y aurait un intérêt dans Meloche. Mais on verra. On verra rendu là. Mais oui, la journée qu'il y a une opportunité, si on décide d'aller de l'avant, on va parler à nos partenaires. Puis, comme on a toujours fait. C'est bon. Ah, oui. Bonne question. Dans notre cas, puis je ne sais pas chez Loutech, mais dans notre cas, l'aéronautique, c'est beaucoup une business de certification client. C'est très, très long et pénible, tout ça, développer un nouveau client. Ça prend des années là, à retrouver ton investissement quand tu décides de percer un nouveau client en organique. Fait qu'en acquisition, ce que ça te permet, c'est de faire un bond plus rapidement sur les contrats, sur les certifications. Mais je vous dirais, aujourd'hui, on a un petit peu changé notre premier critère. Tu sais, avant, c'était beaucoup ça, là, contrat, certification. Aujourd'hui, c'est main-d'œuvre. C'est juste ça, c'est notre défi numéro 1, 2, 3. Fait que quand on regarde une cible, là, y a-t-il bonne valeur, y a-t-il du bon monde? Après ça, là, les contrats, j'en ai plein, je sais pas quoi faire avec. Je vais les envoyer dans cette usine-là. Des machines, je peux en acheter. Fait que c'est vraiment, on a vraiment changé notre critère numéro 1, si on veut, des valeurs puis main-d'œuvre. Puis après ça, là, fait qu'en organique, je pourrais avoir beaucoup plus de croissance organique que j'ai là, mais je suis freiné par le manque de main-d'œuvre. On manque systématiquement 10 à 15 %, on a 10 à 15 % de notre main-d'œuvre qui manque. Là. Fait que j'ai des machines qui ne tournent pas parce que j'ai pas de monde. Fait que l'acquisition, c'est avant tout une acquisition de main-d'œuvre. Il y avait beaucoup de conflits entre franchisés et avec le corpo aussi. Et puis, il y a eu un temps où les franchisés sont venus engager des représentants pour solliciter les mêmes clients. Et puis, le client peut être sollicité par 5, 6 franchisés avec le même nom en fait. Donc, c'était vraiment difficile. Et puis, ma compétition, c'est des grands groupes multinationaux. Il y a beaucoup de capitalisation. Et puis, on voit des fonds corporatifs. On est capable de mettre nos ressources en commun. On est capable de faire des éditions. On n'aurait jamais été capable, si on avait resté dans un mode franchise, d'attirer un joueur comme ça. Il aurait été intéressé à nous. Et puis là, on se permet de compétitionner avec les stationnaires, penser aussi à leur compétition aussi. Parfait, bien, c'est ce qui conclut notre 4e et dernière entrevue. Merci beaucoup encore une fois. Merci tout le monde. On peut,